Alors bonjour, je suis Marc Thomas, je suis un des internes de la réanimation chirurgicale de Bicêtre en troisième semestre, et merci de l'impression d'avoir écouté le cours de ce topo qui va parler du dosage de bêta-lactamine en réanimation. Et donc on va commencer ce topo par un cas clinique également. C'est un cas clinique d'un patient qui a été hospitalisé chez nous, c'est M. V qui a 25 ans, qui n'avait aucun antécédent notable et qui a été hospitalisé essentiellement pour une infection disséminée à staph. Infection disséminée qu'on a retrouvé essentiellement une bactériémie à staph et une pleurésie prédominante à staph également, et qu'on a traité de manière classique initialement par amoxicilline 2 grammes x 6 par jour en IVL, associé à un drainage pleural qui finalement s'est avéré imparfait du fait de la présence de membranes. Et donc, voilà. Dans l'évolution de ce patient, il y a finalement un contrôle partiel du sepsis avec une régression de l'ensemble de ses défaillances, mais la persistance d'une fièvre et d'hémoculture qui continuent à pousser, et c'est pour ça qu'on a réalisé un dosage d'oxycycline en réanimation qui revient comme ceci, avec 2 mg par litre sur le dosage. Le commentaire qui est associé à ce dosage, c'est la concentration résiduelle prédictée étant très faible, il y a un conseil de maintenir cette dose en la passant à une perfusion continue et de recontrôler à distance. Et il précise également qu'il n'y a pas de relation entre la toxicité et la concentration qui est établie. Et donc la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous faites vous dans ce cas-là ? Est-ce que vous majorez la dose? Est-ce qu'on maintient la dose et on passe en IVSE? Est-ce qu'on majore la dose et on passe en IVSE? Ou est-ce qu'on maintient la dose et on maintient le schéma de 2 x 6 devant l'amélioration de la clinique? En tout cas, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de majorer la dose jusqu'à 16 grammes par jour et de le passer en IVSE 24 heures sur 24. Donc finalement, dans l'évolution de ce malade, il y a un contrôle du sepsis qui est de plus en plus présent, avec une persistance d'une fièvre qui reste toujours là, mais des hémocultures qui se stérilisent. Il y a la persistance de ce foyer profond avec un épanchement pleural qu'on n'arrive pas à drainer malgré plusieurs drains et qu'on attend finalement d'un drainage chirurgical. Et donc on refait un dosage de cloxacilline pour contrôler notre changement de posologie. Et là, on se retrouve avec un dosage qui revient à 9,40 mg par litre, et un commentaire qui indique donc qu'une cible supérieure à 20 mg par litre règle 90% des Staph aureus sensibles à la médicine d'après le CAST, et qu'une cible supérieure à 40 mg par litre pour l'ensemble des Staph aureus sensibles d'après le CAST. Il précise encore une fois qu'il n'y a pas de relation entre la concentration et la toxicité établie, et c'est à peu près tout ce qu'on a en commentaire. Et donc là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on écoute la clinique et on se dit que finalement, malgré la régression de tous les signes de sepsis, la stérilisation des hémocultures, et avec quand même ce foyer profond qui n'est pas contrôlé mais qu'on a quand même l'impression de maîtriser, est-ce qu'on maintient la dose ou est-ce qu'on la majore en suivant globalement les conseils de cet antibiogramme? En tout cas, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de maintenir la dose d'oxycycline, mais en tout cas, c'est ce dosage-là qui, globalement, nous a vraiment posé question et a motivé, on va dire, la réalisation de ce stage junior. Donc, on va faire un petit peu d'histoire pour commencer. C'est l'histoire des dosages. Les dosages antibiotiques, finalement, ça date des années 60-70. Les premiers antibiotiques qui ont été dosés, finalement, c'était des antibiotiques à fenêtre thérapeutique étroite, donc qui avaient essentiellement comme objectif de réduire la toxicité. Le premier et finalement le plus célèbre d'entre eux, c'est les aminosides. Donc on a commencé par contrôler les concentrations résiduelles, puisque assez rapidement on avait identifié une relation dose-dépendante entre la toxicité à la fois rénale et auditive de ces antibiotiques. Après, du fait de la disponibilité de ces dosages pour les aminosides, on a commencé à s'intéresser aux fameux pics de concentration qu'on fait à chaque fois qu'on fait une dose d'aminoside pour évaluer l'efficacité de ce traitement. Donc finalement, les bêta-lactamines, ça a été assez tardif, l'intérêt des dosages de bêta-lactamine dans le sang, du fait d'une fenêtre thérapeutique qui est déjà très large, avec des doses toxiques qui sont assez hautes pour la plupart. Donc là, on va parler d'antibiothérapie. Finalement, une antibiothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est la relation entre trois triptyques. Donc il y a le patient, la bactérie et la molécule en question qu'on va utiliser. Finalement, quand on utilise une antibiothérapie, on va vérifier les relations entre chacune de ces composantes et on va les contrôler. L'infection ne traite pas de la même façon une pneumopathie bactérienne en choc septique qu'un érysipèle de jambe. Donc on va mettre une antibiothérapie et vérifier que l'interaction entre la bactérie et le patient va vers l'amélioration en regardant la clinique. D'un point de vue des résistances également, on utilise on essaye en probabiliste d'évaluer le risque de résistance de la molécule et on fait des antibiogrammes dès que possible pour vérifier que l'antibiotique que l'on utilise est actif sur la molécule. Finalement, le seul paramètre qu'on ne vérifie pas vraiment chez nos patients en règle générale, c'est la pharmacocinétique, qui est définie par l'effet du patient sur la molécule et dans sa distribution essentiellement, et dans son élimination. Et donc, finalement, sans dosage, on préjuge de la pharmacocinétique de nos patients en se basant sur les essais qui ont permis le développement des molécules antibiotiques. Donc on va parler de plusieurs paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques.
Et donc, l'un qui est à connaître et qui est essentiel, c'est la concentration minimale inhibitrice d'un couple antibiotique-bactérie. Donc, cette concentration, c'est la dose minimale d'antibiotiques qui, in vitro, inhibe la croissance bactérienne. Il y a plusieurs façons de la mesurer, cette concentration. Le gold standard, c'est la méthode de dilution avec mesure de la turbicité. La turbicité, c'est le caractère trouble d'un liquide, donc c'est assez simple. On fait des dosages, on crée des petites fioles successives avec des doses croissantes d'antibiotiques, et on met en culture la bactérie en question dans ces différentes fioles. Et la concentration finalement la plus basse d'antibiothérapie ou à 24 d'antibiotiques où il n'y a pas de turbicité dans le tube à 24 heures, c'est globalement la concentration minimale qui inhibe la croissance de la bactérie. Donc ça, c'est une mesure qui est quantitative, qui donne un résultat quantitatif en microgrammes par millilitre. Il y a d'autres méthodes quantitatives qui sont utilisables. Donc il y a les méthodes par gradient, donc c'est avec des petites échelles de lecture, comme vous voyez ici. C'est des échelles qu'on place sur des boîtes de pétri, et il y a une concentration croissante d'antibiotiques sur la bandelette, exponentielle, et on peut voir ici la CMI en bas à droite, qui est de 0,19 pour ce couple bactéries antibiotiques. Et finalement, dans la plupart des laboratoires, les antibiogrammes que l'on lit, ils sont identifiés avec les CMI sont un peu approximés grâce à ces machines, qui sont des machines automatisées et qui vont rendre des résultats semi-quantitatifs, qui vont pouvoir permettre la production d'antibiogrammes comme on reçoit tous les jours, antibiogrammes qui ressemblent plutôt à ça, avec finalement la notion de sensible, résistant ou intermédiaire. Et donc, comment sont créés ces antibiogrammes? Ces antibiogrammes, ils sont créés essentiellement à partir de valeurs seuil, qui s'appellent des CMI ECOF, pour Epidemiological Cutoff. Et donc, en fait, la définition de cette CMI ECOF, c'est la plus haute CMI que peut prendre une bactérie qui n'a pas acquis de résistance envers un antibiotique. Donc, finalement, c'est la valeur à partir duquel on considère, d'un point de vue phénotypique, que la bactérie a acquis une résistance. Et donc, ces machines, pour l'ensemble, il y a énormément de façons de fonctionner. Il y a de la fluorescence, de la turbicité, mais globalement, le principe, c'est de tester au-dessus et en dessous de ces valeurs seuil pour identifier si la bactérie a acquis ou non un mécanisme de résistance. Et donc, ces seuils, ils sont statistiques et ils sont réalisés par une base de données qui est européenne, qui s'appelle LeCAST, et qui a une banque en fait, de CMI de bactéries qui sont mesurées de manière quantitative, cette fois-ci, dans leur banque. Et donc, il y a également des paramètres pharmacocinétiques qui sont pris en compte pour la réalisation de ces antibiogrammes, puisque finalement, le caractère sensible d'une bactérie à un antibiotique réfère à la dose usuelle utilisée. Et donc, on préjuge encore une fois des paramètres pharmacocinétiques de nos patients quand on utilise ces indicateurs. Mais donc, plutôt que de préjuger de ces paramètres pharmacocinétiques, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on ne devrait pas aller doser dans le plasma pour évaluer vraiment directement et contrôler la pharmacocinétique de nos patients. Donc finalement, c'est un peu le principe de l'antibiothérapie guidée à objectif de concentration plasmatique, c'est de mettre en place une thérapeutique, avec une cible en tête, une cible qu'on aura choisie, de faire un dosage plasmatique une fois qu'on a induit la thérapeutique, de comparer ensuite le résultat que l'on a et cette cible que l'on a choisie, et ensuite d'établir une adaptation thérapeutique, puis de recontrôler à distance pour voir si on s'approche ou pas de la cible. Donc là, on voit bien ici que finalement, un des problèmes fondamentaux de ces thérapeutiques, c'est de choisir la cible. Donc premièrement, pour choisir la cible, il va falloir trouver un paramètre pharmacocinétique et pharmacodynamique qui réponde, on va dire, à une efficacité en clinique. Et donc le paramètre, là, c'est une étude je n'ai plus son nom en tête, de Craig en 1995, qui en fait, c'était sur des poumons de lapins neutropéniques dans lesquels il avait induit des infections. Il a utilisé des doses croissantes d'antibiotiques et il a regardé au bout de 24 heures la quantité de bactéries qu'il y avait dans chaque poumon. Donc il a utilisé du coup, il a regardé en fait quel paramètre pharmacocinétique était le plus corrélé, on va dire, à la décroissance bactérienne. Donc là, il a essayé en A et B le pic par rapport à la CMI, l'air sous la courbe par rapport à la CMI, et pour les bêta-lactamines, là du coup en C, c'est le pourcentage de temps passé au-dessus de la CMI dont on voit clairement une corrélation par rapport au nombre de bactéries qui restaient dans le poumon à 24 heures. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on sait que c'est le pourcentage de temps au-dessus d'une certaine concentration qu'il faut atteindre. Il faut se poser la question de quelle concentration. Donc là, c'est la même équipe, c'est l'équipe de Craig en 98. Là, je prends l'exemple de la ticarcine dans cette étude-là, qui va globalement prendre des cellules dans une boîte de pétri, mettre du Pseudomonas aeruginosa et regarder à des doses de concentration antibiotique. Donc en gros, dans chaque boîte, chaque boîte passait 100% du temps au-dessus d'une concentration d'antibiotique qui est un multiple de la CMI. Donc en haut, c'est le contrôle. Avec les petits points blancs juste en dessous, c'est avec un quart de CMI.
une CMI sur celui du milieu, et ensuite c'est 4, 16 et 64 CMI. On observe donc ici que finalement, au-dessus de 100% du temps, au-dessus de 4 CMI, on perd un peu le bénéfice de bactéricidie, on va dire que les courbes se rapprochent, et qu'en fait, globalement, probablement que la bactéricidie a un effet seuil qui s'arrête, qui plafonne en tout cas à 4 CMI pour la ticarciline. Finalement, c'est une caractéristique, là j'ai mis la ticarciline ici, mais c'est une caractéristique qui est retrouvée dans la plupart des bêta-lactamines, et globalement, voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi de voir s'il y a un effet chez l'homme. Et donc là, ça c'est une étude qui a été réalisée en 2016 par Rode. Donc c'est une étude sur des patients qui avaient des bactériémies à BGN, qui étaient traités par Cefepime. Donc c'est une étude qui regroupe 180 patients, c'est une étude rétrospective néerlandaise qui s'intéresse essentiellement à la mortalité intra-hospitalière et la corrélation qu'il y a en fonction du pourcentage de temps passé au-dessus de la CMI. Dans la population qui est ici, il y a à peu près 14% de mortalité intra-hospitalière. Donc la chose, c'est que dans cette étude, il y a assez peu de vrais dosages de CMI et ils ont donc utilisé 2 modèles statistiques. Donc ces modèles statistiques, en fait, donc c'est une rétrospective. Dans leur base de données, ils ont utilisé 2 modèles statistiques par rapport à un ensemble de caractéristiques de leurs patients. Ces modèles, ils les ont testés. Donc là, on voit ici sur le tableau que je vous montre, globalement sur le tableau de gauche, le modèle 1, ils ont testé par rapport au dosage qui avait été réalisé chez quand même 32 de leurs patients. Et donc, ils ont montré en abscisse la prévision individuelle de ces patients-là en rentrant leurs caractéristiques dans le modèle et en ordonnant les dosages tels qu'ils avaient été réalisés chez leurs patients. Donc, on voit qu'il y a une corrélation qui est quand même assez satisfaisante avec 99% de corrélation. Le modèle 2, qui est à droite, ils ont fait un peu la même chose, sauf que cette fois, ils ont passé dans leur modèle des patients d'études d'essai de phase 1, dans lesquels il y avait des dosages qui avaient été réalisés, donc ils ont pu comparer l'adéquation entre le modèle et les dosages qui avaient été réalisés chez ces patients. Et donc une fois qu'ils ont fait ça, ils ont trouvé une valeur seuil à partir duquel il y aurait une surmortalité chez les patients. Donc globalement, la conclusion de cette étude en univarié ici, je vous montre sur le tableau, c'est que globalement, à partir du moment où on passe moins de 68% du temps au-dessus de la CMI, il y a une surmortalité intra-hospitalière. Donc ça, c'est l'analyse univariée que je vous vois, donc c'est dans les 2 modèles, c'est 68% pour le modèle 1, 74% pour le modèle 2. On voit que c'est significatif sur la dernière ligne du tableau. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont identifié en fait une bonne partie des facteurs de risque d'être sous-dosés, qui peuvent être des facteurs de confusion quand même assez importants, et ils ont effectué une analyse multivariée pour laquelle les résultats sont toujours significatifs. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit aussi que par rapport à la première étude que je vous ai montrée sur les poumons de souris, on voit également un aplatissement des poumons de lapin, on voit également un aplatissement de la courbe autour de 68-70%, qu'on peut observer ici. Finalement, sur la cible, qu'est-ce qu'on peut conclure sur la cible? On peut conclure sur la cible que probablement que le paramètre pharmacocinétique qu'il faut utiliser, c'est le pourcentage de temps à passer au-dessus d'une concentration plasmatique qui a l'air quand même d'appartenir à l'intervalle entre la CMI et 4 CMI, puisque le bénéfice s'estompe après, et que globalement, ce temps-là doit être au moins supérieur à 65-70%. En fait, il y a plusieurs études qui ont montré qu'être à 100% du temps au-dessus de la CMI, c'était quand même bénéfique par rapport au fait d'être juste au-dessus de ce cutoff-là. L'étude rétrospective qui nous a quand même montré que c'était un facteur indépendant de survie intra-hospitalière. Et donc, il faut quand même en tenir compte, même si cette étude a des biais non négligeables. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est déjà dans la cible? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des dosages chez nos patients pour ensuite adapter nos traitements? Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée en 2015 sur 2 réanimations. Ça regroupait quand même 148 patients qui ont eu des dosages en prospectif avec des antibiothérapies suivant les recommandations, les pratiques locales. Donc finalement, il y avait à peu près 63,3% qui passaient 100% du temps au-dessus de la CMI et 36% des patients qui passaient 100% du temps au-dessus de 4 CMI. 4 CMI qui semble quand même être la dose que nous on cherche à viser, puisque ça a l'air d'être la dose qui est le plus bactéricide chez nos patients qui sont graves et chez qui on veut aller relativement vite. À noter quand même que dans cette étude, ce qu'ils ont fait en plus dans cette étude-ci, c'est qu'ils ont, dans une multitude d'études qu'ils ont fait également, c'est de finalement mettre en évidence les facteurs de risque d'être sous-dosés. Donc finalement, c'est des facteurs de risque qu'on connaît un petit peu tous, c'est tous ceux qui concernent en fait les modifications du volume de distribution, donc il y a l'obésité, le 3e secteur, le fait d'avoir des remplissages massifs, l'hypoalbuminémie, tout ce qui augmente l'élimination, avec également l'hypoalbuminémie et l'hyperclérance rénale. Et finalement, cette prise de conscience de ces facteurs de sous-dosage, déjà premièrement, ça concerne quand même toute cette définition-là
tous ces facteurs de risque-là, on les retrouve très fréquemment chez nos patients de réanimation. Et finalement, ce qui illustre pas mal la prise de conscience de ces facteurs de risque de sous-dosage, c'est que dans cet AMM finalement du céfiderocol, qui est une antibiothérapie qui est sortie il y a quelques années, il y a même des recommandations sur la commission de la transparence de la HAS sur les patients qui ont des clairances rénales augmentées, ce qui n'était pas du tout le cas avant sur les autres antibiotiques. On avait essentiellement des recommandations sur les insuffisants rénaux. Donc maintenant, poser la question de est-ce que modifier la thérapeutique en suivant ces dosages d'antibiotiques permet à nos patients d'être mieux dans la cible. Donc c'est une étude qui a été faite ici, c'est une étude qui a été réalisée en 2013, c'est également en réanimation, c'est des patients qui sont traités par tazocine ou méropenem. Le critère de jugement principal, globalement, c'est avoir un pourcentage de patients qui sera qui sera 100% du temps au-dessus de 4 CMI de sa bactérie. Donc c'est une étude qui regroupe 41 patients, il y a 20 dans chaque bras à peu près. Voilà, donc là on voit bien sur ce schéma-là qu'au premier jour de dosage, il y a globalement très peu de patients qui sont dans les cibles dans cette étude, il y a à peu près 10 patients dans le groupe intervention et 20% dans le groupe contrôle, et qu'à 72 heures, après avoir dosé et adapté la thérapeutique, on a une différence significative entre les deux groupes, avec à peu près 60% du groupe intervention qui sera dans la cible qui lui est imposée, contre 15%. À noter quand même que dans cette étude, il y a seulement 27 patients qui ont des CMI qui sont mesurés de manière quantitative, et que pour le reste des patients, les CMI qui sont utilisés finalement utilisent des définitions semi-quantitatives et donc se servent des CMI ECOF pour établir leur cible. Et donc voilà, là en fait, on sait maintenant c'est plusieurs études comme ça, que globalement, avoir une thérapie guidée permet d'être mieux dans la cible chez nos patients. Après, c'est un critère de jugement qui reste intermédiaire et pas franchement cliniquement pertinent. Et donc c'est pour ça qu'il y a une étude qui est en cours, qui a commencé en 2019, qui s'appelle l'étude Dolphin. C'est une étude sur des patients de réanimation aussi, sur lesquels ils vont faire de la thérapie guidée. Donc c'est une étude qui est contrôlée, randomisée, prospective, sur lesquels ils vont faire de la thérapie guidée au bêta-lactamine et au fluoroquinolone, avec globalement l'ambition de mettre en évidence des différences cliniques chez les patients. C'est une étude qui a comme pour ambition d'enrôler à peu près 450 patients. Donc voilà, on verra un petit peu le résultat de cette étude. En attendant le résultat de cette étude, il y a quand même des recommandations qui sont sorties. C'est des recommandations qui datent de 2019, qui sont faites par la SFAR et la SFPT. Globalement, ces recommandations, ce qu'elles disent, c'est qu'il faut prendre en compte tous ces facteurs de risque de sous-dosage chez nos patients, comme l'hypoalbuminémie ou l'hyperclérance, et que si jamais une cible, qu'il faut faire des dosages chez ces patients qui ont des facteurs de risque, et que la cible à choisir serait globalement entre 4 CMI et 8 CMI, donc faire passer 100% du temps de nos patients entre 4 et 8 CMI. Donc c'est quand même un petit peu gênant, ce que je trouve un petit peu gênant dans ces recommandations, c'est que finalement il y a très peu d'études sur l'effet toxique que peut avoir l'augmentation des doses qui est quand même généralement induite par ces thérapies guidées. Il y a un gros manque de littérature, et en fait quand on regarde dans la plupart des études qui montrent des différences sur les cibles, c'est que la plupart du temps, ce qui est utilisé dans ces études-là, c'est des CMI ECOF. Et quand on reprend l'étude que je vous ai présentée juste au-dessus, qui montrait la différence entre des patients en fonction de leur cible, quand on avait des patients qui avaient leur CMI mesuré, les 27 patients avec leur CMI mesuré, en moyenne, avaient des CMI à tazocine qui étaient de 2 mg par litre et en méropenem de 0,125 mg par litre, alors que les CMI ECOF moyennes de ces patients-là étaient de 6 mg pour la tazocine et de 2 mg pour le méropenem. Si on suit les recommandations en termes d'objectifs de cible, on est à x3 pour la tazocine et on est plutôt à x16 pour le méropenem. C'est peut-être pas très gênant avec ces molécules qui sont globalement assez largement utilisées, avec des index thérapeutiques qui sont très larges et des doses toxiques qui sont assez élevées, mais il y a d'autres bêta-lactamines pour lesquelles c'est pas le cas, et je vais citer par exemple la cefepime. Et donc là je vous présente en fait un tableau de Leucast. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Là c'est le tableau de Leucast du cefepime par rapport au Pseudomonas aeruginosa. Donc là c'est la ligne de la cefepime. Globalement ici à droite il y aura le nombre de souches qui a été isolées et dont les mesures de CMI ont été réalisées de Pseudomonas aeruginosa. Donc ici on va avoir l'ECOF, donc la CMI ECOF. Pour rappel, la CMI ECOF, c'est la plus haute concentration que peut avoir une bactérie qui n'a pas acquis de résistance. Et donc là, elle va être représentée finalement toute la population de bactéries qui n'a pas de résistance acquise. En tout cas, dans la CMI ne signifie pas l'acquisition de résistance. Et donc, si on suit les CMI ECOF et qu'on suit les recommandations, on se retrouve avec des cibles de cefepime qui se retrouvent entre 32 mg par litre et 64 mg par litre.
Globalement, le problème, c'est qu'avec la cefepime, là je vous présente cette étude sur la toxicité de la cefepime. Ici, c'est 55 patients qui ont eu des effets neurologiques secondaires à la cefepime. Donc ces effets secondaires, c'est des encéphalopathies ou des crises communicales, donc c'est quand même des effets secondaires qui sont graves. Et on voit quand même que dans cette étude, sur ces 55 patients, la dose toxique de cefepime, enfin la toxicité de la cefepime est dose dépendante et exponentielle. Là, je vous ai mis en rouge à peu près les bornes de la cible qu'on devrait avoir sur le Pseudomonas aeruginosa, donc sauvage, donc sans résistance acquise, si on devait utiliser des thérapies guidées sur nos patients, avec les cibles des recommandations. Et donc c'est quand même un petit peu gênant quand on sait que dans ces Pseudomonas aeruginosa sauvages, il y a à peu près la moitié d'entre elles qui ont une CMI mesurée qui finalement est inférieure ou égale à 2. Donc quand on reprend un peu le graphique juste avant, on peut regarder à peu près où est le 2 et on se rend compte de l'augmentation du risque qu'on fait prendre à nos patients. En tout cas, on a l'impression de ne pas vraiment être dans l'optimisation du rapport bénéfice-risque. Là, on va revenir au cas de Monsieur V maintenant. Le cas de Monsieur V, finalement, ça c'est le tableau de Leucast du Staphylococcus aureus sauvage par rapport à la cloxacilline. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas d'écoffe qui est réalisée, puisque finalement la dispersion des CMI, des bactéries sans résistance acquise, est extrêmement faible. Donc, ils n'ont pas nécessaire de faire d'écoffe. Donc, il y a 1181 quand même bactéries qui ont été mises en évidence. Finalement, quand on regarde, là, la CMI de l'immense majorité de ces bactéries, c'est 0,5. Et donc, la cible, d'après les recommandations qu'on a vues juste avant, elle est entre 2 et 4 mg par litre. Donc, finalement, dès notre premier dosage, on était pratiquement dans la cible. On ne comprend pas bien finalement le commentaire qu'on a eu sous cet antibiogramme, mais en tout cas, c'est ce que ressort de nos recherches. Donc finalement, maintenant, on va conclure sur ces thérapies guidées par les bêta-lactamines. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Donc ces thérapies guidées par bêta-lactamine, finalement, elles ont un bénéfice clinique qui est quand même incertain, parce que les seules études prospectives, randomisées, contrôlées qui ont été réalisées, elles utilisaient des critères de jugement qui étaient intermédiaires. Donc finalement, on est un peu en attente des résultats d'études avec des critères de jugement qui soient cliniquement pertinents. On peut dire par contre qu'une thérapie guidée, ça nous permet quand même de nous rapprocher d'une cible qu'on a choisie. Encore faut-il bien la choisir. Et je pense qu'il faut être particulièrement vigilant à cette différence-là en fait, entre les CMI mesurés des bactéries qui nous permettent du coup d'avoir une thérapeutique qui est vraiment personnalisée, qui est finalement un peu ce qu'on cherche quand on fait des dosages chez nos patients, d'optimisation du bénéfice en étant certain d'être actif sur la molécule et en tout cas d'avoir une bonne pharmacocinétique. Et en minimisant le risque de toxicité, en ne mettant pas non plus des doses qui ne sont pas nécessaires par rapport aux CMI ECOF, qui finalement répondent un peu à une politique du moindre risque, où une fois qu'on a un phénotype, on va traiter finalement la bactérie qui n'a pas de résistance acquise comme la moins résistante des bactéries qui en a une acquise. Donc finalement, il y a quand même un biais qui est assez important. En tout cas, ce n'est pas de l'optimisation du rapport bénéfice-risque. Après, il y a quand même d'autres questions qui se posent, puisque finalement, la réalisation de CMI mesurés, ce n'est pas anodin pour les laboratoires. C'est des moyens humains, c'est du temps, c'est de l'argent. Il y a aussi une problématique temporelle, dans le sens où la réalisation d'une CMI mesurée quantitative, ça prend 24 heures de plus globalement que la réalisation d'une CMI semi-quantitative pour la réalisation d'antibiogramme. Et donc probablement qu'il faudra sélectionner de manière très précise, avec les facteurs de risque de sous-dosage et le type d'infection de nos patients, les patients chez qui on fera ces CMI mesurés. Donc globalement, ce qu'on peut tirer de ce travail, c'est que je pense qu'il y a quand même un intérêt à continuer à faire des dosages d'antibiothérapie, mais probablement pas en absence de CMI mesurés, pour vraiment faire une thérapeutique personnalisée et non pas simplement guidée. Voilà, je vous remercie de votre attention.